tout le monde et bienvenue à notre webinaire sur la défense des droits humains en Arabie Saoudite. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je m'appelle Marissa Berry-Mendez et j'animerai le webinaire. Nous sommes vraiment ravis de présenter le 4e webinaire de notre nouvelle série. Les webinaires nous offrent une façon de nous connecter avec nos membres et sympathisants, sympathisantes, et une occasion pour vous de vous informer sur les enjeux de droits humains et de vous engager davantage avec le travail d'Amnesty. Je vous invite à répondre au premier sondage qui va être affiché à l'instant pour nous dire d'où vous nous rejoignez. Prochaine diapo. Donc, voici notre ordre du jour. Les mots de bienvenue seront suivis par quelques détails techniques en lien avec la plateforme qu'on utilise présentement. Par la suite, nous allons présenter nos panélistes qui se joignent à nous de Beyrouth et d'Ottawa. Les deux panélistes feront leur présentation qui seront suivies par une période de questions où vous êtes invités à participer. Je voudrais noter qu'en raison de l'intérêt manifesté pour ce webinaire, nous avons décidé de prolonger la durée de l'événement. Alors, on se permet de prendre 75 minutes au lieu de 60 minutes. Du côté de l'équipe d'Amnesty International Canada francophone, on est moi-même, Marissa Berry-Mendez. Je suis la responsable des campagnes tactiques et réactions aux crises chez Amnesty, et ma collègue Camille. Bonjour, donc je m'appelle Camille Mourier, je suis coordonnatrice logistique à Amnesty International depuis quelques mois et aujourd'hui je suis là pour la partie technique et organisationnelle. Bon webinaire à tous. Merci Camille. J'aimerais reconnaître que les bureaux d'Amnesty International Canada francophone sont situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nombre d'entre nous sommes virtuellement réunis aujourd'hui. Tiohtià:ke, ou Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Je vous invite maintenant à répondre à un deuxième sondage pour nous dire comment vous avez entendu parler du webinaire. Merci de le faire, cela va nous aider à la promotion de nos futurs événements. Donc, en parlant des futurs webinaires, nous en avons un autre programmé pour le mois de juin. Le 17 juin, nous présentons un webinaire sur la situation en matière des droits humains en Guinée, en collaboration avec le bureau régional d'Amnesty à Dakar, au Sénégal. Vous pouvez trouver toutes les informations ainsi que les liens pour l'inscription sur notre site web. Et je tiens à souligner que tous nos webinaires sont en lien avec des campagnes actuelles. Donc, je vous encourage à visiter notre site web ou bien de nous contacter pour savoir comment vous pouvez agir et vous impliquer dans nos campagnes. Alors, quelques détails techniques pour ceux et celles qui sont un peu moins familiers avec la plateforme Zoom. Votre microphone et vos vidéos sont désactivés pour une meilleure audibilité pendant la présentation. Vous pouvez poser vos questions à tout moment via le chat ou le question-réponse. Des questions logistiques ou techniques, si vous avez des problèmes, vont être répondues tout de suite. Si vous avez des questions par rapport au contenu des présentations, on va les garder pour les poser ensuite pendant la période des questions. Et vous pouvez toujours converser avec les animatrices et les participants via le chat. Donc maintenant, j'aimerais vous présenter nos panélistes. Lynn Malouf est directrice de la recherche sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord chez Amnesty International depuis 2016. Elle supervise les activités qui couvrent les pays du Levant et du Golfe. Avant de rejoindre Amnesty, Lynn s'est spécialisée dans la transformation des sociétés post-conflit ainsi que la conception de programmes pour les OBNL. Elle a mis en place le programme sur le Liban pour le Centre international pour la justice transitionnelle. Elle a également cofondé Act for the Disappeared, un organisme qui vise à encourager la reconnaissance publique de la question des personnes disparues. Justin Mohamed est responsable des campagnes, lois et politiques sur les droits de la personne chez Amnesty International Canada anglophone. Il a été admis au barreau de l'Ontario en 2014. Avant son rôle actuel au sein d'Amnesty International,
Il a été greffier à la Cour fédérale du Canada, agent des droits humains à la mission de maintien de la paix des Nations unies au Mali, et il a travaillé à la Bibliothèque du Parlement en tant qu'analyste pour le sous-comité de la Chambre des communes sur les droits humains internationaux. Nous sommes vraiment ravis d'avoir Lynn et Justin avec nous aujourd'hui et on veut profiter du temps qu'on a ensemble. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à notre première conférencière, Lynn Malouf. Merci beaucoup, Marisa, et bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord donc remercier énormément beaucoup Amnesty Canada, Marisa, Camille, toute l'équipe, parce que c'est une rare opportunité pour nous au secrétariat de pouvoir nous adresser directement à vous, supporters et membres et volontaires de Amnesty. Nous nous adressons généralement à vous pour vous demander de vous mobiliser sur les questions qui sont liées à, en ce qui nous concerne, moi, de mon côté de Beyrouth, donc tous ces pays-là que Marisa vient de couvrir. On est très conscient que vous avez été extrêmement actifs sur le cas de Raif Badawi dans les années qui ont précédé. Et voilà, donc merci beaucoup. Je vais commencer à parler un petit peu du contexte de l'Arabie, un petit peu la situation des droits humains, et puis je suis à votre disposition pour toutes les questions, bien sûr. Donc, d'abord, pour commencer, on sait que la société saoudienne, c'est une société qui a été toujours opaque, très insulaire. Au monde extérieur. Donc, ceux de l'extérieur qui visitent le royaume, qui ont visité le royaume de par le passé, l'ont fait jusque très dernièrement, principalement soit pour des raisons professionnelles, soit pour des raisons religieuses. Les visas touristes n'existaient pas jusqu'en septembre de l'an dernier. Les communautés étrangères qui s'y trouvent, soit les diplomates, les travailleurs migrants, une classe professionnelle vivent totalement séparée de la communauté locale, en général dans des compounds, sans vraiment d'interaction avec les Saoudiens. Donc déjà, pour commencer, c'est une société que l'on connaît généralement très peu. Les seules fenêtres que l'on a de temps en temps de la réalité du pays nous vient vraiment au compte-gouttes. Et généralement, à travers des individus, surtout en ce qui concerne la question des droits humains, donc à travers des Saoudiens et Saoudiennes qui prennent d'énormes risques, et j'expliquerai pourquoi et comment dans un moment. Ces 2 dernières années, on entend de plus en plus parler du royaume, surtout depuis que Mohammed Ben Salman, autrement connu comme MBS, est venu au pouvoir, d'abord en tant que vice-prince héritier en avril 2015. MBS, qui a été catapulté à ce poste avec d'énormes pouvoirs, avait l'âge de 30 ans, tout juste à ce moment-là. Et il a apporté avec lui une vague d'espoir de changement. 70% de la population saoudienne est en dessous de l'âge de 30 ans, il faut savoir ça. La moitié de cette population est sans emploi, vivant dans une société remplie d'interdits. Donc, c'est une société où jusqu'à il y a 2 ans, les femmes n'avaient pas le droit de conduire. C'était le seul pays au monde où les femmes n'ont pas le droit de conduire. C'est une société où femmes et hommes sont complètement séparés. Donc dans les lieux publics, pas de cinéma, pas de théâtre, pas de concert, donc tout ce qui est divertissement n'existait pas. MBS est arrivé à ce moment-là avec plein de promesses de réforme, symbolisées notamment par son plan qui est appelé Vision 2030, donc un plan qui viserait à diversifier l'économie, qui est jusqu'ici basé sur le pétrole, créer de nouveaux emplois, libéraliser un peu la société par des réformes sociales. Bref, il arrive avec ce pouvoir et l'intention d'apporter une nouvelle dynamique énergétique et un peu de liberté à une jeunesse bien étouffée jusque-là. Et à ce moment-là, beaucoup ont pensé donc qu'avec ces réformes sociales et économiques arriveraient aussi des réformes liées aux droits humains, donc liées aux droits des femmes, à la liberté d'expression, à la liberté d'association. Et d'ailleurs, en septembre 2016, il y a 14 000 femmes saoudiennes qui ont signé une pétition présentée devant le roi pour demander à ce que le système de tutelle soit levé. Le roi n'a pas répondu.
le système de tutelle, il faut le savoir, c'est un système qui existe depuis des décennies dans le pays, mais depuis les années 80-90, comme le pays, la société était en train de devenir de plus en plus conservatrice, ce système de tutelage est devenu de plus en plus répressif par rapport aux femmes. Donc, c'est un système où les femmes n'ont pratiquement aucune agence indépendante. Elles sont traitées comme des mineurs. Elles n'ont pas le droit de voyager sans la permission de leur tuteur. Donc, quand on parle de tuteur, c'est un tuteur mâle. Donc, que ce soit le mari, soit le père, et dans beaucoup de cas aussi, les propres enfants de ces femmes-là sont les tuteurs de ces femmes, qui ont besoin de l'obtention du permis du tuteur pour pratiquement tout. Donc, pour appliquer aux universités, pour pouvoir voyager, pour pouvoir se marier, n'importe quelle grande décision dans la vie d'une femme doit passer par le tuteur. Et c'est un sujet sur lequel les femmes saoudiennes et hommes saoudiens ont lutté pendant des années pour pouvoir lever ces restrictions-là. Donc, à ce moment-là, il y avait pas mal d'espoir, donc en 2016-2017, que enfin les femmes pourraient voir un jour donc ce système répressif se lever. Et puis, pour continuer, il y a eu pas mal, donc pendant cette période 2016, 2017, 2018, 2019, jusqu'aujourd'hui 2020, avec la dernière réforme qui est l'abolition de peine de mort pour les mineurs, il y a eu toute une série de réformes, principalement sociales. Donc, déjà, femmes et hommes peuvent commencer à se mixer, les femmes ont le droit d'aller voir des matchs de foot. Tout ça, c'était interdit et ça vous donne un petit peu une idée, donc cette libéralisation, en fait, de ce qui était interdit auparavant, de par le passé. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que bien que ces réformes, donc de plus en plus nombreuses depuis la désignation de MBS au pouvoir, elles contrastent très nettement avec la réalité à l'intérieur du royaume. Et c'est là où notre travail, en fait, vient pour d'abord essayer d'apporter plus de visibilité et plus de clarté sur la réalité de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Donc, au moment même où les autorités saoudiennes ont commencé à introduire cette série de réformes positives en faveur des droits des femmes ou d'autres, les autorités ont en contrepartie mené une campagne de répression intense contre toute personne, tout individu, donc que ce soit des activistes, que ce soit des économistes, des membres du clergé, des analystes, enfin, toute personne, tout profil de personnes qui avaient une expression ou un avis à donner et qui se sont exprimés de façon publique, donc soit à travers les réseaux sociaux, sur Twitter ou n'importe quoi, se retrouvent aujourd'hui silence. On leur permet plus de parler. Un exemple, et un des exemples les plus criants et qui est un des sujets sur lesquels on travaille le plus en ce moment, c'est la question des femmes activistes qui ont mené campagne pour, d'abord que les femmes aient le droit de conduire, mais deux, pour la levée du système de tutelage, mais aussi beaucoup de ces activistes femmes et hommes, ça fait des décennies qu'elles sont en train de lutter pour les droits civiques d'hommes et de femmes dans le royaume. Donc ce n'est pas juste une question de droits de femmes. Eh bien, un mois avant que les autorités ont annoncé en grande pompe qu'en juin, les femmes auraient le droit de conduire, un mois avant, il y a eu une vague d'arrestation de toutes ces femmes et ces hommes qui justement étaient en train de mener la campagne pour ces réformes-là. Il faut savoir que dans le passé, historiquement parlant, les autorités saoudiennes, en fait, ça consiste d'une alliance entre le House of Al Saoud, donc la maison des Saoud, et une alliance avec le milieu religieux ultra conservateur. Donc, tout genre de réformes, ce genre de réformes, d'abord, ne sont pas évidentes à instaurer, à introduire, en tout cas dans une société saoudienne, mais elles doivent se faire à condition que ce soit sur les termes des autorités saoudiennes. Donc, pas de crédit donné au fait que ce sont des réformes qui sont demandées par la société civile, par la société saoudienne depuis le début. Et la meilleure façon de montrer que
quelque réforme qui va être à sous nos conditions, ça a été justement le signal le plus flagrant, ça a été l'arrestation, la détention de ces femmes-là, qui pour la plupart, aujourd'hui, il y en a encore 5 femmes qui sont encore en prison. Le reste du groupe sont encore elles ont été relâchées, mais sous condition. Donc, elles sont encore en phase de procès. Maintenant, on a sorti un rapport en avril de cette année qu'on a intitulé « Réduire les voix critiques au silence ». On a examiné un petit peu ce qui se passe juste à travers un seul tribunal. Donc, le tribunal pénal spécial qui avait été créé à l'origine pour poursuivre toutes les personnes qui étaient suspectées d'appartenir à des membres d'Al-Qaïda ou d'autres organisations à caractère qui était appelé terroriste. Donc, il l'appelle the Specialized Criminal Court. Eh bien, devant ce tribunal, surtout depuis les dernières années, l'organisation, on a recensé plus d'une centaine de défenseurs de droits humains, des écrivains, des économistes, des journalistes, des religieux, des réformistes, des militants politiques et des personnes appartenant à la minorité chiite d'Arabie Saoudite. Il faut aussi tenir en compte ça, où plus de 100 personnes aujourd'hui se retrouvent devant ce tribunal ils font l'objet de procès complètement contraires aux normes les plus élémentaires d'équité et à l'issue desquels il y a de lourdes peines, y compris la peine de mort. Et tout ça a été prononcé au titre de loi, soit de lutte contre le terrorisme ou contre la cybercriminalité. Pardon. Les femmes qui se retrouvent aujourd'hui devant le tribunal, elles sont une des accusations portées contre elles. Les accusations, en général, ce sont des accusations que toute personne comme nous serait en train de faire, donc prendre action dans la défense des droits de l'homme. Ce sont des activistes. Et ça, c'est criminalisé en Arabie Saoudite. Il y a eu parmi ces femmes des accusations qui ont été portées contre elles simplement pour avoir communiqué avec Amnesty International ou avec l'ONU, OHCHR. Donc, c'est considéré comme un crime à l'intérieur du royaume. D'un autre côté, il faut savoir que depuis 2013, il n'y a plus eu aucune association de droits humains indépendante. Les 4 organisations ont été démantelées. Tous les membres fondateurs de ces organisations sont aujourd'hui derrière les barreaux, et ce depuis plusieurs années. Donc, il y a par exemple les 11 membres fondateurs de ACPRA, qui était une des principales organisations. Ils ont tous été jugés, condamnés pour leur travail en faveur des droits humains. D'autres défenseurs des droits humains ont été condamnés, comme Mohamed Al-Taibi, aussi un membre fondateur d'une autre association. Il s'est vu infliger une peine de 14 ans de prison pour essayer de créer une organisation indépendante de défense. Aujourd'hui, il doit aussi répondre à de nouvelles accusations pour avoir communiqué avec des organisations internationales, donc inclus Amnesty, et tenté de demander l'asile politique. Je vais reprendre le cas de Mohamed Al-Taibi parce que c'est quelqu'un qui a passé plusieurs années en prison, qui a été relâché, qui aujourd'hui est en train de servir une peine de 14 ans. Il avait il avait déjà reçu l'acceptation de l'asile politique aux Pays-Bas. Il était en chemin pour, à travers le Qatar avec sa femme, pour prendre l'avion, pouvoir voyager, arriver aux Pays-Bas. Les autorités qataries l'ont attrapé, l'ont ramené en Arabie et aujourd'hui, il se retrouve derrière les barreaux. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple. De ce que les activistes sont en train d'encourir et les enjeux qu'ils sont en train de prendre simplement pour pratiquer leur travail, leur défense de droits humains ou simplement juste leur liberté d'expression. Un autre exemple que je pourrais vous donner, c'est celui de Salman El-Aouda, qui est un chef religieux réformiste qui a été arrêté en septembre 2017 et qui encourt la peine de mort, simplement. Et puis, bien sûr, les militants des droits des femmes, qui toutes ont été traduits devant le tribunal pénal de Riyad afin d'être jugés. Mais dans tout ce contexte-là, à l'extérieur de l'Arabie saoudite, on ne retenait que cette vague de réformes. Et ce prince jeune, flamboyant, en train de parcourir le monde, en train de signer des accords à travers le monde,
Et le monde extérieur en train de tourner, soit ne pas savoir, soit en train juste d'être aveugle ou de fermer les oreilles à ce qui se passe à l'intérieur du pays. Il a fallu l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul dans le consulat saoudien en octobre 2018 pour en fait choquer le monde et mettre la réalité sur une réalité qui est devenue sinistre. Alors, il faut savoir que dans le royaume, pendant des décennies, il n'y a pas eu d'espace de liberté d'expression, d'assemblée. Les manifestations qui ont eu lieu, soit en 2011 avec la vague arabe, avec le printemps arabe, ou plus récemment, ont été réprimées. Et les personnes qui ont participé à ces manifestations sont aujourd'hui aussi toutes sont traduites devant la justice. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est le degré et le point jusqu'auquel les autorités saoudiennes se permettent d'aller pour faire le silence contre toute personne saoudienne qui oserait s'exprimer. Et Jamal Khashoggi est l'un des exemples les plus proéminents là-dessus. Et j'aimerais juste sur ça, juste lire un petit passage d'une de ses colonnes en septembre 2017 dans le Washington Post. Alors, il faut savoir, Jamal Khashoggi n'a jamais été un dissident. Il a toujours été proche de la royauté saoudienne, il a toujours été en phase. Il a eu, de par le passé, quand il s'est permis de s'exprimer un petit peu, en poussant un petit peu les limites, on l'a mis à la porte de son boulot et ça s'est arrivé à deux ou trois reprises, mais il ne s'est jamais senti, à risque, que sa vie était à risque. En 2017, ça a changé. Et il a pris l'exil, il a été s'installer à Washington et de là, il a écrit donc cette colonne où il écrit, je vais traduire de l'anglais, donc excusez-moi pour les fautes. J'ai quitté ma maison, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mon travail et maintenant je lève ma voix. Et faire autrement serait une trahison à tous ceux qui sont aujourd'hui en prison. Moi, je peux parler, je peux me prononcer quand tellement d'autres ne peuvent pas. Je voudrais que vous sachiez que l'Arabie saoudite n'a jamais été comme elle est aujourd'hui et nous, les Saoudiens, on mérite mieux. Donc, c'est un message que j'aimerais aussi vous retranscrire parce qu'aujourd'hui, Jamal Khashoggi ne peut plus se prononcer. Et c'est le cas donc de toutes les autres, tous les citoyens saoudiens, donc à tous les niveaux. Maintenant, donc ça c'est pour nous à Amnesty, c'est la plus grande question pour laquelle on s'intéresse, donc la question de liberté d'expression. Pour nous, donc, on estime que toutes ces réformes qui sont en train de se passer sont certainement en train d'apporter un changement dans la vie quotidienne des Saoudiens, mais ce sont des changements, je veux dire, un peu luxueux, quand les changements de base et les changements nécessaires à une vie publique, active, individuelle, citoyenne n'existent pas du tout. Les autres grands dossiers sur lesquels on travaille, c'est la peine de mort. Alors, il faut savoir aussi que l'Arabie saoudite est un des pays qui a le plus haut taux de peine de mort, de sentence et d'exécution. Et donc, pendant toute cette période de réforme, etc., l'Arabie saoudite a mené plus de mises à exécution cette année, en 2019, que les 10 dernières années que nous avons documentées. Et le plus haut nombre. En avril 2019, il y a eu un cas, par exemple, d'exécution de masse de 37 personnes chiites qui étaient donc chargées, inculpées sur des charges liées à leur participation aux manifestations. Et puis aussi, jusqu'à très récemment, même des personnes, des jeunes qui sont accusés d'avoir commis des crimes quand ils étaient mineurs, étaient encore passables d'exécution. Et parmi ces 37 personnes, il y avait effectivement un jeune, un cas sur lequel on avait travaillé et qui a été mis à mort. Maintenant, une des réformes récentes
qui nous a rendus très heureux, bien sûr, c'est qu'il y a eu une réforme par rapport à laquelle les personnes, donc les mineurs, ne peuvent plus être mises à exécution. Mais il y a encore des gaps dans cette décision qu'on essaye de clarifier un petit peu. Voilà, je pense donc ça, ce sont les gros dossiers sur lesquels on travaille. Et puis, bien sûr, la question des droits des femmes. C'est vrai qu'il y a eu toutes ces réformes, mais on n'a pas encore accès, on n'a pas encore pu pouvoir monitorer, en fait, comment est-ce que ces réformes sont en train d'être appliquées, quels sont les manques. On sait aujourd'hui que même avec ces réformes, le système n'est pas complètement démantelé. Les femmes ont toujours besoin de leur tuteur pour les décisions de mariage. Donc, il y a d'autres questions aussi autour de la protection des femmes par rapport à la violence domestique. Je ne sais pas si vous avez suivi aussi les 2 dernières années, il y a eu pas mal de cas de jeunes femmes saoudiennes qui étaient en train de s'échapper du royaume, donc de s'échapper et de leur famille et des autorités parce qu'il n'y a pas de protection pour elles dans le royaume. Donc en train et ça c'était même avant la levée de restrictions de voyage, donc vraiment en train de prendre des risques incroyables pour pouvoir quitter le pays, arriver en Thaïlande ou arriver au Canada ou arriver en Turquie et demander l'asile. Et ce sont des cas aussi sur lesquels nous sommes mobilisés et travaillé assez fortement. Et puis, bien sûr, la question des travailleurs migrants en Arabie Saoudite, c'est le pays qui accueille le plus grand nombre de travailleurs migrants dans la région, qui sont soumis à un système que l'on appelle le système de kafala, donc qui est un système contractuel, en fait, mais qui est complètement au désavantage des travailleurs migrants. Et c'est une question sur laquelle on cherche à documenter un peu plus activement d'ici la fin de l'année et au courant de l'année prochaine. Donc voilà un petit peu pour les grands thèmes et voilà, et je suis à votre disposition pour vos questions. Merci. Merci énormément, Lynn, pour cette présentation concise et instructive. Je suis certaine que on va avoir beaucoup de questions pour que tu puisses élaborer un peu plus, mais c'est très informatif. Camille va recommencer le partage d'écran et vous allez voir un lien vers notre pétition pour la libération des défenseurs et défenseuses des droits humains en Arabie Saoudite. Ensuite, le prochain diapo, on a 2 actions en ligne également que vous pouvez prendre si vous disposez d'un compte Twitter. Vous êtes encouragé à passer à l'action. Et pour votre information, les diapos de ce webinaire vous seront partagés suite au webinaire et donc vous allez pouvoir trouver les liens pour passer à l'action par la suite. Maintenant, je vais passer la parole à Justin qui va ramener cet enjeu de droits humains et l'Arabie Saoudite sur le plan plus local en nous parlant de la question de la vente d'armes du Canada à l'Arabie Saoudite. Merci et bonjour à tout le monde. Merci à Lynn pour son excellente présentation sur les situations des droits humains assez troublants en Arabie Saoudite. Et à Marissa, Camille, toute l'équipe à notre section francophone de m'avoir invité à participer à ce webinaire. C'est la première fois que je donne un webinaire en français, alors soyez gentils avec moi, patiente avec moi aussi. On m'a demandé de parler de la vente des armes canadiennes vers l'Arabie Saoudite et je propose qu'on aborde ce sujet en 4 parties que vous voyez là sur l'écran. On commence avec une chronologie des événements clés. On passe aux exportations des armes canadiennes vers l'Arabie Saoudite. On parle du cadre juridique. Et enfin, on termine avec la question pourquoi est-ce que le Canada devait arrêter la vente d'armes vers l'Arabie Saoudite. Alors, sans plus tarder, je commence avec la chronologie. Je ne descends pas dans tous les détails de tous ces événements sur les diapos, mais vous pouvez lire pendant que je parle. L'essentiel là, c'est de voir que cette question, ce n'est pas nouveau. Le Canada a une longue histoire d'exportation des armes vers l'Arabie Saoudite et j'ai commencé avec 2014, mais en fait, c'est plus long que ça. Mais
en 2014, on a eu le contrat qui a été signé entre General Dynamics Land Systems avec l'Arabie Saoudite de vendre des armes. Et ensuite, l'année prochaine, on a le début du conflit au Yémen en 2015. Le premier rapport des Affaires mondiales Canada, c'était en mars 2016. Et en octobre, si on change le diapo, en octobre 2017, on a un autre rapport. Et comme toujours, la conclusion, c'était le même. Rien à voir ici. Il n'y a pas de problème avec la vente des armes vers l'Arabie Saoudite. Plus récemment, comme vous peut-être le savez, le Canada a suspendu les exportations des armes à la suite du meurtre de Jamal Khashoggi. Et je pense que c'est important de noter là que ce n'est pas une suspension des exportations totales, mais c'était seulement l'approbation des nouvelles demandes d'exportation. Et ça, c'est au contraire de ce qu'a fait d'autres pays, comme le Danemark, le Finlande, l'Allemagne, qui ont suspendu leur vente des armes. Si on change le diapo. En septembre de l'année passée, le 1er septembre, nous avons le projet de loi C-47 qui entre en vigueur. Et ce projet de loi, c'est celle qui s'inscrit les obligations dans le traité sur le commerce des armes, ou le TCA, dans la loi canadienne. Et c'est seulement 2 jours après que qu'un groupe des experts de l'ONU sur la situation au Yémen, ils ont publié son rapport sur les violations du droit international commises dans le conflit. Et le 17 septembre, on a le Canada qui est devenu État partie au TCA, c'est-à-dire qu'on est formellement lié par le traité en termes de droit international. Et si on change le diapo, le même jour, le gouvernement a fourni un rapport provisoire sur les exportations vers l'Arabie Saoudite. Et ce rapport a conclu qu'il n'y avait pas de risque important que les exportations des armes canadiennes contreviennent à la loi canadienne ou le TCA. Et puis, il y a 2 mois que le gouvernement a annoncé qu'il lèverait le moratoire sur les nouvelles permis d'exportation. Et puis, la prochaine diapo. Enfin, en mai de cette année, on a l'Affaire mondiale Canada qui a publié son rapport final. C'était un rapport d'une 30aine de pages et il reprend effectivement la conclusion du rapport précédent, mais il fournit une analyse un peu supplémentaire. Il faut noter que quelques ONG ont déjà fait une analyse préliminaire de la justification que le gouvernement a donnée. Et nous, parmi ces organisations, c'était l'Amnesty International Canada. Et nous constatons qu'il existe plusieurs problèmes avec ce rapport. Ils sont trop nombreux d'aborder ici, mais on a écrit une lettre conjointe avec les autres ONG pour exprimer nos préoccupations et ça, c'est public. Si on passe maintenant aux exportations d'armes canadiennes vers l'Arabie Saoudite, je pense que nous parlons souvent des ventes des véhicules blindés légers, mais il existe aussi des nombreuses d'autres exportations des armes canadiennes vers l'Arabie Saoudite et j'ai mis quelques-unes sur le diapo. Par exemple, on a aussi en 2018, la valeur totale des exportations vers l'Arabie Saoudite était 1,28 milliard, qui représente 62% de nos exportations non américaines. Et il y avait un rapport, je n'ai pas mis sur la diapo, mais il y avait un rapport il y a quelques jours qui est sorti du gouvernement canadien qui donne des chiffres pour le 2019. Et la valeur est augmentée jusqu'à 70%, plus de 70%. Le Canada exporte également les fusils vers l'Arabie Saoudite. On a plus de 1600 en 2018 et on attend toujours les chiffres pour 2019.
Il y a aussi des permis d'exportation en attente, c'est-à-dire le 48 que le ministre a déclaré qu'il va commencer maintenant à analyser au cas par cas depuis le mois d'avril. Et finalement, on a nos exportations, il faut noter nos exportations vers d'autres pays qui sont des parties au conflit au Yémen, y compris le Bahreïn, l'Égypte et les Émirats. On passe maintenant vers le cadre juridique. Et l'instrument le plus pertinent que j'ai déjà mentionné, c'est le TCA. Ce traité a deux objectifs qui sont énumérés à l'article 1, et je cite, c'est d'instituer les normes communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer ou d'améliorer la réglementation du commerce international d'armes classiques. Et le deuxième, c'est de prévenir et éliminer le commerce illicite d'armes classiques et empêcher le détournement de ces armes. Alors, c'est important aussi de noter que ce n'est pas une interdiction totale sur le vente des armes, mais c'est plutôt la réglementation. Et il y a deux articles clés dans ce traité, le TCA. L'article 6, et ça contient des interdictions absolues, y compris les armes qui, et je cite encore, pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité, des violations graves des conventions de Genève de 1949, les attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d'autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels il est partie. Et l'autre partie, c'est l'article 7, qui porte sur l'évaluation des exports. Et ça, c'est vraiment le cœur du TCA. Les États parties doivent prendre en considération plusieurs facteurs avant qu'ils donnent un permis d'exportation, y compris si les armes contribuaient ou portaient atteinte à la paix et à la sécurité, peuvent être utilisées pour commettre une violation grave du droit international humanitaire ou droits humains, ou commettre des actes graves de violence fondés sur le sexe ou des actes graves de violence contre les femmes et les enfants. Et maintenant, si on passe à la prochaine diapo, on a la question de 15 milliards de dollars. Pourquoi est-ce que nous devrons arrêter le vente des armes vers l'Arabie saoudite? Et je suggère sur le diapo qu'il y a trois raisons principaux qu'il faut tenir en compte. Premièrement, l'égalité sous le TCA. Et on a déjà parlé des deux parties du TCA qui sont assez importantes en cet égard. Et on voit dans les rapports des Nations Unies dont on a parlé qu'il se trouve plusieurs crimes commis par les parties du conflit. Et il est difficile de voir comment l'armement d'une de ces parties du conflit, d'une manière voilà, la guerre au Yémen, c'est plus de 5 ans que ça continue. Et comment est-ce que ça ne porte atteinte de manière significative à la paix et à la sécurité qui est là dans le TCA? Ou comment les exportations canadiennes risquent d'être utilisées dans ce conflit, là où on voit des crimes de guerre et autres. Il y a deuxièmement la question des droits humains en Arabie saoudite. Et Lynn a bien expliqué toutes les préoccupations qu'on a. Et même, on voit que même si l'analyse des risques des armes doit être faite cas par cas, et ça c'est vrai, sous le TCA, ça doit être fait cas par cas, le contexte des droits humains dans un pays est un des facteurs que nous devrons prendre en considération pendant qu'on fait cette analyse. Et tout finalement, il y a la situation humanitaire au Yémen. Le bureau du commissaire aux affaires humanitaires des Nations Unies indique que 2 tiers des Yéménites ont besoin d'une aide humanitaire ou un soutien à la protection. Il y a 17 millions qui souffrent sous l'insécurité alimentaire. Et je ne vais pas continuer sur la contexte humanitaire. C'est juste pour voir que ça continue. Il y a 5 ans qu'on a ce conflit. Et effectivement, il y a le Canada qui donne des armements aux uns des pays, plusieurs des pays
qui sont là. Pour conclure, j'aimerais juste donner un peu d'informations sur un événement qui aura lieu dans une semaine. Si on change le diapo, je pense que c'est prochain. Voilà, la journée d'action contre le vente des armes le 11 juin à 13 h, et ça, c'est heure de l'Est. Il y a plusieurs organismes qui vont se réunir virtuellement et en personne avec distanciation sociale, bien sûr, dans plusieurs villes canadiennes, y compris le London, qui se trouve l'usine qui produit ces véhicules blindés. On va donner plus d'informations dans un courriel que tous les participants de ce webinaire va recevoir. Alors, il y aura plus d'informations sur comment on peut agir qui va suivre. Merci et je donne la parole à Marissa. Merci beaucoup, Justin, pour ta présentation et de nous avoir parlé de l'événement du jeudi prochain, le 11. J'encourage tout le monde à assister à cet événement-là. Je pense que c'est toujours important d'accompagner notre mobilisation pour les droits humains à l'international par une analyse du rôle qui est joué par notre propre gouvernement et de voir comment on peut agir sur le plan international ainsi que le plan local ou pan-canadien. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Comme vous voyez sur le diapo actuel, on a aussi une pétition pour arrêter la vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Donc, je vous encourage fortement à aller le signer. Et comme Justin a mentionné, on va partager plus d'informations par rapport à l'événement virtuel la semaine prochaine avec vous par courriel. Donc, voilà, merci beaucoup à nos deux panélistes. Maintenant, on passe à la période de questions et réponses, sans plus tarder. Donc, juste quelques consignes. Si vous avez un micro et vous aimeriez poser votre question à voix haute, vous pouvez appuyer le bouton qui dit « Lever ma main » ou voilà, ou nous aviser dans la question-réponse que vous aimeriez parler et on va activer votre micro. Vous pouvez également, bien sûr, poser votre question à l'écrit dans la question-réponse et moi, je vais les traiter. Je saisis l'occasion pour vous demander de, s'il vous plaît, répondre à notre évaluation qui va vous être envoyée avec le courriel qui suivra le webinaire. Et pendant que vous réfléchissez à vos questions pour nos panélistes, je vous invite à répondre à une dernière sondage qui va être partagé par Camille par rapport à votre engagement chez Amnesty. C'est intéressant pour nous de savoir où vous vous situez en termes de connaissances ou engagement avec notre organisation. Je m'excuse, le dernier sondage, ça a changé de sujet et c'est plutôt par rapport à si vous allez passer à l'action en signant les pétitions reliées à cette campagne. Évidemment, nous sommes toujours intéressés à savoir c'est quoi votre niveau d'engagement. Vous pouvez toujours l'inscrire dans la question-réponse. Donc, merci pour ça. Allons voir si on a déjà reçu des questions. On a une personne Daniel, qui dit « Bravo, Monsieur Mohamed, pour ce premier webinaire en français. » C'est gentil, merci. C'est très bien réussi. Encore une fois, je vous invite. Je vois qu'on a Michel qui a levé la main. Je pense que moi, je peux, ou peut-être Camille, tu peux activer son microphone. Bonjour à tous. Vous m'entendez, Bonjour. c'est bon? Oui, tout à fait. Ok, alors je suis Michel, j'ai 18 ans, je suis libanais et j'ai une question à Lynn, s'il vous plaît. Et après l'avoir entendu, c'est vraiment choquant l'état des droits humains en Arabie Saoudite. J'aimerais tout simplement demander qu'est-ce que quelqu'un qui vit là-bas, ou bien même moi au Liban, qu'est-ce que je pourrais faire pour que je puisse, disons, me sentir un peu plus en sécurité, parce que j'ai personnellement été menacé il y a quelques semaines à cause d'une publication sur les réseaux sociaux. Je dénonçais une organisation privée
mais j'ai vraiment été traumatisé. J'ai passé 2 jours, j'ai pas pu dormir. C'est vraiment choquant. Donc, je ne peux même pas penser comment ces 5 femmes, par exemple, peuvent passer leur journée. Merci. Merci, Michel. Allez-y, Lynn. Merci, Michel. Je ne sais pas trop quoi te dire. Effectivement, dans le contexte saoudien, comme je l'ai dit et répété, les Saoudiens et Saoudiennes sont en train de payer un prix extrêmement fort, sont en train de sacrifier des années de leur vie, sont en train de sacrifier leur vie de famille. Quelqu'un comme Jamal Khashoggi, par exemple, a été obligé de divorcer de sa femme et quitter ses enfants. Quelqu'un comme Loujain El-Hathloul a été divorcé, forcé à divorcer de son mari, qui aussi est quelqu'un de très high profile. Maintenant, jusqu'à présent, les autorités saoudiennes se sont attaquées ou mises sous surveillance, ou etc., les citoyens saoudiens. Ça, c'est en dehors, bien sûr, du conflit yéménite que Justin a très bien couvert. Merci beaucoup, Justin. Et donc, mais il y a eu des cas, on le sait, et ça a été documenté, Amnesty l'a documenté, où en fait l'Arabie saoudite est en train, où il y a eu plusieurs personnes que l'on connaît, donc des activistes saoudiens et même un staff de Amnesty a été mis sous surveillance à travers un malware un software malware qui est développé par une compagnie qui est basée en Israël, qui s'appelle NSO, et qui vend en fait ce software à des gouvernements, donc inclus le Mexique, etc. Et notre équipe à Amnesty Tech, a bien documenté donc ce pattern. Donc il y a aussi la surveillance électronique évidemment qui est énorme, et je ne peux que Michel compatir avec toi, parce que quel que soit le niveau, ou quelle que soit l'atteinte à notre vie privée ou à notre vie tout court, est extrêmement troublante. Et je ne sais pas si j'ai assez développé l'idée, mais il y a certainement un changement de pratique avec MBS au pouvoir, où par le passé, par exemple, les femmes activistes, on les traitait presque de façon paternaliste. Donc, Loujain El-Hathloul, qui avait pris le volant en 2014, a passé 73 jours en prison, mais personne ne l'a embêtée. Elle a passé ces 73 jours en prison, et puis on lui a fait promettre de ne plus faire des bêtises, et on l'a fait sortir. Cette fois, c'est très différent. C'est la première fois qu'il y a un assassinat de cette envergure avec Jamal Khashoggi, mais également, d'un autre côté, les familles des femmes qui sont détenues aujourd'hui nous ont aussi communiqué le fait que ces femmes-là ont été soumises à de la torture et des abus sexuels et de la violence sexuelle. Donc, il y a certainement aussi un changement d'attitude qui est beaucoup plus sinistre maintenant. Et bon, pour revenir à ta question, Michel, je ne sais pas trop comment répondre, mais je te conseillerais vivement de te renseigner auprès de peut-être Amnesty au Canada. On pourrait te renseigner comment mettre en place effectivement des mesures de protection et de sécurité sur voilà. Merci, Lynn. Oh, oui. Okay. Non, vas-y, si tu veux continuer. Non, mais je voulais peut-être diminuer un petit peu de l'inquiétude de Michel, du fait que les autorités saoudiennes ne se sont pas attaquées à des personnes non saoudiennes jusqu'à présent, et jusqu'à ce que l'on sache, à part notre Premier ministre, enfin notre ex-Premier ministre Michel, l'ex-Premier ministre libanais, qui avait été aussi pris de force et détenu. Il a fallu la visite du président français Macron pour aller et libérer notre Premier ministre. Ça, c'est juste un petit chapitre dans cette partie de l'histoire. Merci, Lynn, et merci, Michel, pour votre question. Nous compatissons tous et toutes sûrement avec votre situation. Une question par rapport à la vente d'armes. Frank voudrait savoir comment est-ce qu'on définit risque sérieux au sujet du risque de la vente d'armes à l'Arabie saoudite. Merci à Frank pour cette question. En fait, c'est un peu technique et légal aussi.
Cette question est assez intéressante. En fait, dans le traité, on a des mots, j'ai juste regardé un peu les mots qu'on a utilisés en français, c'est risque préoccupant qu'on voit dans le TCA, mais ce concept de risque préoccupant n'existe pas dans la loi canadienne. Alors, on a changé un peu l'idée pour qu'on puisse avoir un autre mot qu'on a utilisé et on utilise risque sérieux. Et qu'est-ce que ça veut dire dans la loi canadienne? En fait, ce n'est pas défini non plus dans la loi canadienne. Alors, c'est-à-dire qu'il faut voir. Il faut voir parce que ça, c'est la loi C-47, c'est une loi nouveau. Et il faut peut-être dans le futur, qu'on a des cas peut-être sur cette question qui aura lieu au cours fédéral, on peut savoir un petit plus sur comment est-ce qu'on définit risque sérieux. Ce que j'aimerais dire, c'est juste que dans tous les rapports qu'on a vus, il y a des rapports des ONG, il y a des rapports des Nations Unies qui ont donné beaucoup d'informations sur les crimes qui ont été commis pendant la guerre au Yémen. Et bien sûr, il faut qu'on voit au cas par cas, est-ce que ces armes que les exportations canadiennes, est-ce qu'ils vont être utilisées dans le conflit au Yémen? Mais il y avait tous ces rapports qui donnent l'idée qu'il y a une impunité de ceux qui ont commis des crimes de guerre. Et il y avait des rapports dans les journaux ici au Canada qui ont donné l'idée que oui, même si ce n'est pas les blindés du Canada, il y a des blindés qui ont été trouvés en proximité du conflit. Alors, ça donne... il faut qu'on commence avec ça et il faut qu'on va juger le risque en fonction de ce qu'on sait par rapport à ce qui se passe au Yémen. Alors, juste pour revenir sur les questions, on ne sait pas exactement comment on définit risque sérieux, mais c'est une très bonne question et c'est une question auquel il faut qu'on réponde dans les jours, mois et années qui suivent. Merci, Justin. J'enchaîne avec une autre question d'Alphonsine qui te remercie pour la présentation et voudrait savoir quelles seraient les raisons politiques pour la vente d'armes du Canada en Arabie Saoudite, s'il y en a. Je pense qu'il y en a. Je pense que ce n'est pas difficile à voir qu'il y a toute une grande politique sur les ventes d'armes canadiennes. Comme Amnesty International, on fait pas trop, on se concentre pas trop sur les questions politiques de pourquoi est-ce qu'on vend des armes. On va regarder qu'on vend des armes et est-ce qu'ils peuvent utiliser dans une manière qui est contraire et est-ce que ces exportations sont contraires à nos obligations, aux obligations du Canada sous le TCA. Mais juste pour répondre un peu à votre question, il faut qu'on voit en premier lieu, il y a beaucoup d'argent qui est là. Comme j'ai dit, les exportations du Canada vers l'Arabie Saoudite, si on met du côté les ventes des armes aux États-Unis, ils sont plus de 60% chaque année du valeur de nos exportations en total de toutes les armes que le Canada exporte. Alors, je pense qu'il y a toute une politique qui est là. Et il y a une question régionale aussi. Le Saoudi, qui est vu comme un allié au Canada dans le Moyen-Orient. Il y a cette question aussi. Et si peut-être que je peux partager dans le courriel qui suit. Il y a beaucoup de rapports, même du gouvernement Canada, qui analysent cette question d'une manière politique. Et on peut voir c'était quoi les questions que les fonctionnaires ont posées par rapport à la vente des armes. Mais maintenant, tous ces mémorandums sont un peu vieux, qui parlent vraiment des questions politiques. Mais maintenant, on a une autre question, c'est la question légale. Sous le TCA, c'est quoi nos obligations internationales?
Merci. On a une question de la part de Juliette et je pense qu'on peut peut-être tous les trois donner des éléments de réponse. Elle dit, outre signer les pétitions, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire pour aider la cause en Arabie Saoudite? Donc, je laisse la parole au conférencier et peut-être je vais compléter après. Allez-y. J'y vais, Marisa ou Justin? Vas-y, vas-y. Alors, merci beaucoup pour la question parce que effectivement, nous, on se casse pas mal la tête sur ce qu'on pourrait faire et sur quoi on pourrait mobiliser le mouvement, les supporters, pour essayer de mettre le plus de pression possible. Donc, juste pour donner une idée, nous, de notre part, la stratégie consiste à essayer de faire en parallèle du lobbying intensif avec les États et les gouvernements qui ont et qui auraient une capacité de pression avec l'Arabie saoudite. Donc, on s'adresse, voilà, ça c'est d'un côté, on travaille énormément à travers aussi l'ONU, donc avec les délégations de l'ONU et de l'Union européenne. Donc, pour essayer de mettre une pression diplomatique d'un côté, et puis d'un autre côté, bien sûr, la mobilisation sur le terrain, populaire, etc. Parce que ce que l'on voit, c'est que ça marche et ça peut fonctionner dans les deux cas. On a eu le cas d'un jeune qui devait être mis à mort et la sentence a été repoussée. Il y a la question des réformes, bien sûr. Donc, on sait que quand la pression s'exerce des deux côtés, et ça, on le sait même de la part de personnes à l'intérieur de l'État. Donc, on a eu l'occasion de rencontrer pour la première fois, en fait, un face-à-face avec des représentants des autorités, donc de la Commission des droits humains saoudienne, cette année à Genève. Et ce qu'on comprend, c'est que la pression marche. Par contre, voilà. Et on ne sait jamais quand est-ce que ça peut arriver, on ne sait jamais sous quelles conditions, etc. Mais ce que chaque personne peut faire, et là vraiment, il y a un énorme remerciement de moi en tant que de la part d'Amnesty qui travaillons sur l'Arabie saoudite pour votre mobilisation continue sur les cas. Parce que ce que les autorités saoudiennes aujourd'hui espèrent, c'est que le monde oublie. Les autorités saoudiennes ont espéré que le monde oublie Jamal Khashoggi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir un retournement de situation où il y a une normalisation de MBS sur la scène internationale. Il faut garder en tête qu'aujourd'hui, que cette année, l'Arabie saoudite is hosting et Accueil le G20. Donc, d'abord, il y a une reconnaissance internationale là-dessus. Il y a 2 jours, l'ONU a co-sponsorisé une conférence de levée de fonds pour le Yémen d'aide humanitaire. Alors, ça, c'est une hypocrisie assez monumentale, sachant, comme Justin vient de le dire, que l'Arabie a dépensé au cours des 5 dernières années plus de 15 milliards de dollars sur les armements et aujourd'hui est en train de faire des promesses de 2 milliards de dollars pour subvenir aux besoins d'aide humanitaire alors que c'est un parti au conflit. Donc, activement responsable des violations et des conséquences de ces violations sur la population civile yéménite. Donc moi, ce que je vous demande et de tout cœur, c'est de continuer à vous mobiliser chacun comme il le peut. Donc si c'est à travers les pétitions, si c'est à travers écrire à vos représentants, écrire à vos délégations, au ministère des Affaires étrangères, et puis vous informer aussi sur la situation, parce que c'est aussi un gain pour nous quand les Saoudiens sont en train de prendre des risques de vie pour apporter leurs histoires au monde extérieur. C'est aussi une chose qu'on pourrait faire, c'est aussi s'informer, c'est de lire leurs histoires et c'est un petit peu s'informer un peu plus sur la réalité à l'intérieur. Merci. Peut-être un petit mot, oui, à ajouter. Lynn a parlé de s'informer. Je pense que ça, c'est assez important. Nos politiciens, en fait, ils n'entendent pas trop sur cette question de nos obligations internationales
du TCA. C'est des organisations comme Amnesty, on parle, et des autres ONG qui parlent du TCA, mais en fait, c'est compliqué. C'est un nouveau instrument international que maintenant, on est parti à ça, mais il n'attend pas que tout le monde, tous les Canadiens connaissent qu'il y a ces obligations du Canada. Alors, si vous prenez 1 minute pour envoyer un courriel ou une lettre à les politiciens ici au Canada, et si vous pouvez mentionner ça, c'est même pour eux, parce que j'imagine qu'il y en a des politiciens même qui ne savent pas qu'il y a des obligations internationales qu'on a prises depuis septembre 2019. Alors, si on focalise sur ça, je pense que ça, c'est important. Toute cette question de lever des fonds, en fait, Canada, on est là aussi. Il y a une ministre qui a dit que, je ne sais pas combien maintenant, mais le Canada aussi, on donne des fonds pour le Yémen et en même temps, on vend des armes en Arabie Saoudite et d'autres participants au conflit là-bas. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction dans la politique que le Canada fait? Je pense que la réponse, c'est oui. Et alors, je pense que si on peut lever ces contradictions, je pense que ça, c'est assez utile. On essaie ici au Canada d'avoir des moyens pour que vous puissiez lever vos voix aussi. Des pétitions qu'on a fait. Je sais que la section francophone, on a une pétition. Nous, en tant que section anglophone, on a une pétition aussi. Et cet événement qu'on va faire la semaine prochaine, j'espère que c'est un moment où le gouvernement doit expliquer pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision de continuer de lever la moratoire sur les exportations vers l'Arabie Saoudite, parce que vraiment, il n'y avait pas une réponse convaincante que le gouvernement a donnée. Alors, c'est à nous de continuer à demander pourquoi est-ce qu'on prend ces politiques. Merci. Avant de passer aux autres questions, je voulais rajouter quelques points. J'aime beaucoup la question parce que c'est sûr que quand on reçoit une pétition puis on le signe, c'est bien, mais on se demande qu'est-ce qui se passe d'autre ou qu'est-ce qu'on peut faire nous autres de plus. Je pense que ça a été très bien illustré par Lynn. Les pétitions, les lettres, c'est des morceaux, c'est des tactiques dans une stratégie qui a beaucoup de tactiques et c'est une stratégie qui est mise en place, qui est implantée au niveau global. Donc, vous pouvez absolument signer la pétition, mais on a des groupes de militants et militantes ici au Québec, au Canada. Robert nous fait le point dans le chat qu'à Sherbrooke, il reste mobilisé sur la libération de Raif Badawi. Il y a des mobilisations qui s'organisent régulièrement. Donc, engagez-vous, impliquez-vous avec Amnesty. Je vous encourage à nous suivre dans les réseaux ou vous inscrire sur notre bulletin. Il y a des façons de s'impliquer au-delà des pétitions. Aussi, comme Justin a dit, absolument appelez votre député. Je pense que la sensibilisation et la sensibilisation des députés est très importante. Donc, et si vous avez besoin de soutien, d'appui, comment est-ce que vous prenez rendez-vous avec votre député ou quoi que ce soit, nous, au bureau, on peut vous soutenir là-dedans. Donc, la sensibilisation et la pression dans le cadre de la vente d'armes, dans le cadre des questions des défenseurs en Arabie Saoudite, puis aussi, comme Lynn a dit, le G20 qui s'en vient, c'est une opportunité, une occasion pour mettre la pression sur le Canada pour qu'eux, ils puissent mettre la pression sur l'Arabie Saoudite. Donc, il y a plein de choses. Je vous encourage absolument à nous contacter pour plus d'informations, aller sur notre site web et tout. Et aussi, bien sûr, d'appuyer Amnesty dans ses efforts de plaidoyer aussi. Deux autres questions sur la question de la vente d'armes. On a Doris qui dit, mais qu'est-ce que les Saoudiens font avec les armes s'ils disent qu'ils n'attaquent pas le Yémen? Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'on a de preuves d'autres utilisations des armes canadiennes? Et une autre question de la part de Daniel, quelle est la position d'Amnesty de façon générale sur la vente d'armes entre pays? Est-ce que c'est un commerce toléré à l'intérieur d'un cadre respectueux des droits de l'homme?
ou est-ce vu en tout temps comme un commerce honteux parce qu'allant à l'encontre de la paix dans le monde et des valeurs humanistes? Merci. OK, je vais... Oh, allez-y, Lynn. Excuse-moi, je vais peut-être répondre juste à la première question par rapport à l'Arabie saoudite qui dément. En fait, l'Arabie saoudite ne dément pas qu'ils sont en train d'utiliser les équipements militaires ou qu'ils sont en train de conduire des opérations. Les opérations militaires continuent jusqu'aujourd'hui et nous sommes en train de les documenter. Ceux qui sont en train de nier de façon très catégorique qu'ils ne sont pas responsables pour les abus. Donc, dans tout conflit armé, il y a des règles de guerre. Ce sont les conventions de Genève. Et nous, à Amnesty, comme Justin l'a mentionné tout à l'heure, on ne se permet pas de prendre position de paix ou de guerre parce que ce sont des questions politiques. Par contre, notre rôle, c'est de monitorer et de reporter, documenter lorsqu'il y a des empreintes et des violations de ces lois de guerre. Or, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, Amnesty, Human Rights Watch, le bureau du commissariat des droits humains à l'ONU, les organisations locales sur le terrain, comme Moatana, de grandes organisations, sont en train de documenter des dizaines et des dizaines d'attaques aériennes menées par la coalition saoudienne qui sont, en principe, s'ils devaient être passés devant un procès ou un mécanisme judiciaire, pourraient être qualifiés de crimes de guerre. Pourquoi? Parce que ce sont des attaques qui ont visé des hôpitaux, inclus des hôpitaux de Médecins sans frontières, donc soutenus par Médecins sans frontières, et donc la coalition connaissait déjà l'emplacement de ces hôpitaux, des salles funéraires, donc il y a eu une attaque qui a tué plus de 144 personnes en une attaque aérienne, les écoles qui sont attaquées, ça c'est juste par les attaques aériennes. Ensuite, on documente et on a documenté aussi à Amnesty comment tous les partis au pouvoir, tous les partis au conflit, inclus la coalition saoudienne, étaient en train d'entraver, de mettre des obstacles à l'accès de l'aide humanitaire. Alors que l'Arabie se proclame comme un des pays qui donne le plus d'aide humanitaire aux civils yéménites. Donc, justement, une de nos contre-narratives, c'est que non, l'Arabie saoudite, nous sommes en train de documenter ces violations et c'est sur cette base-là qu'on appelle les pays à ne plus exporter, à arrêter leur vente d'armes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Amnesty, avec 2 ou 3 organisations, sont dans un processus de litigation devant le gouvernement britannique pour demander à ce qu'il y ait l'arrêt de ces ventes d'armes. Juste pour compléter, oui, l'autre chose de savoir, ce n'est pas juste la utilisation des armes dans le conflit. En fait, le test sous le TCA, c'est le risque d'être utilisé. Alors ça, c'est une autre partie qu'il faut qu'on voit. Le Canada dit toujours qu'il n'y avait pas l'utilisation des armes dans le conflit au Yémen, des armes canadiennes. Mais ça, ce n'est pas le test qu'il faut qu'on applique en termes du TCA. Il faut qu'on voit le risque. Et le risque, ça, c'est une question qui est liée à ce que l'Arabie saoudite a fait par rapport à toutes les accusations qu'il y avait des crimes de guerre qui ont été commises en Yémen ou des violations de droits de l'homme qui sont commises sur le territoire saoudien propre. Alors, c'est une question, et si on a l'utilisation des armes, oui, ça c'est des preuves aussi, mais vraiment ce qu'il faut qu'on regarde sous les termes du TCA, c'est le risque. L'autre question, c'était par rapport à, et peut-être j'ai oublié, Marissa. On va juste, désolé. Oh, vous êtes sur mute, Marissa. Donc, il y avait la question par rapport à la position d'Amnesty de façon générale sur la vente d'armes entre pays. Oui, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a travaillé à Amnesty depuis longtemps, bien avant le début de mon temps avec Amnesty. C'était sur le TCA avant que c'était complète comme instrument international.
Et on n'est pas opposé à tous les transferts des armes. Ça, c'est pas notre politique, mais c'est vraiment de voir comment est-ce que les armes sont utilisées. Et pour ça, il faut qu'on voit aussi ce qui se passe, par exemple, dans les opérations des maintiens de la paix. Il y a des armes qui sont utilisées là-bas, mais ils sont des armes qui sont utilisées pour des fins que peut-être on n'oppose pas. Alors, en tant que politique, non, la MESI, ce n'est pas contre toutes les ventes des armes, mais c'est juste que les ventes des armes doivent être faites dans une manière assez responsable. Merci à vous deux. J'ai une petite dernière. J'aimerais profiter pour poser une question. Je pense que c'est plus pour Lynn. Il nous reste quelques minutes. C'est peut-être une grande question, mais si tu peux nous donner des éléments, ça serait super. Je voulais savoir, c'est quoi le discours public concernant la défense des droits et les défenseurs des droits humains en Arabie saoudite? Comment est-ce que le travail de ces personnes qui sont maintenant emprisonnées est aperçu dans le regard public? Alors, tu poses une très bonne question, Marisa. Merci pour ta question, à laquelle je n'ai pas de réponse malheureusement parce que c'est très difficile pour nous, en fait, de contacter les personnes qui sont à l'intérieur du pays, de les mettre à risque. C'est très difficile pour nous d'avoir un sens, à part notre analyse des réseaux sociaux, mais nous n'avons pas accès à ce pays. Donc, ce n'est pas juste une question de recherche à distance, c'est aussi que c'est une société complètement fermée. Donc, toute information, c'est vraiment des informations qui nous viennent à grand risque. Maintenant, je peux parler comment les autorités sont en train de dépeindre les activistes. Il faut savoir que juste après que ces femmes ont été mises en prison, donc en mai 2018, il y a eu une campagne de smearing campaign, donc tu peux mettre ça, de mauvaise presse, disons, je ne sais pas comment dénigrement, merci Titi. Donc, une campagne de dénigrement dans toute la presse. Il faut savoir aussi que la presse n'est pas indépendante en Arabie. Donc, la presse pro-autorité saoudienne était en train de dépeindre ces femmes comme des traîtres et comme des traîtres. Ensuite, d'un autre côté, les chiites, on les montre et on les dépeint comme des terroristes. Donc, les autorités, en fait, font beaucoup d'efforts aussi pour justement vilifier les activistes et les défenseurs de droits de l'homme, soit à travers des accusations de trahison, soit d'actes terroristes. Merci. Merci pour cette réponse. Je comprends les limitations concernant les communications entre l'Arabie saoudite et les autres pays. Bon, je pense que c'est un bon moment pour conclure. On est presque rendu à 13h15. Donc, merci encore à nos panélistes. Merci énormément. C'est un grand privilège pour nous que vous nous partagiez votre expertise sur la défense des droits et sur la vente d'armes. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Je tiens à remercier aussi les participants pour les questions et la bonne période de discussion. Et encore une fois, je vous rappelle qu'on va vous envoyer toutes les informations concernant les actions qu'on vous a décrites pendant le webinaire et on vous invite à passer à l'action. Lynn, Justine, est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Moi, j'aimerais juste donc aussi remercier tout le monde d'avoir pris le temps en fait de venir d'écouter. C'est déjà un acte d'engagement. Juste de s'informer un petit peu plus sur la réalité. Je vous demande de continuer votre mobilisation parce qu'elle est très importante. Et elle arrive aux personnes qui sont en prison. Ils savent que le monde est en train de se mobiliser pour eux. Et ça fait un énorme... Et on le sait, ils nous le disent. Donc, je vous demande, continuez cette mobilisation, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, c'est juste de remercier tout le monde d'être venu pour savoir plus sur ces questions. On parle pas assez sur ces questions et vraiment, c'est une question, même pour la question des armes, des ventes des armes, je sais que c'est une question un peu technique, mais c'est vraiment important qu'on continue à presser à nos politiciens canadiens ici au Canada pour qu'on puisse changer la politique et je vous demande de nous joindre l'11 juin
Et si vous avez besoin de plus d'informations pour vous aider dans vos actions, on est toujours à votre disposition pour le faire. Absolument. Merci énormément, Lynn, Justin, Camille et tous les participants aujourd'hui. On espère vous voir et vous entendre à des activités futures. Et n'hésitez pas de nous contacter si vous cherchez plus d'informations sur comment vous engager. Merci tout le monde et bonne journée.